Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle revue de presse de 7 jours sur Terre, semaine du 11 mars 2025. Quel bonheur de vous retrouver pour cette séquence pour le moins extrêmement occupée cette semaine. D'abord, vous le comprendrez, on fera un retour très rapide. Je veux pas trop qu'on s'y attarde. On a tellement de dossiers cette semaine. J'ai l'impression, surtout la semaine dernière particulièrement, on a traité très longuement de la question de l'Ukraine, de l'implication américaine, du retrait, de cette rencontre entre Zelensky et Donald Trump. On va essayer autant que possible cette semaine de juste faire un survol des implications de tout ça très rapidement. Ensuite, on progresse vers nos autres dossiers de la semaine qui sont, à mon avis, excessivement importants aussi. D'abord, bien sûr, nouveau premier ministre au Canada. J'imagine que certains d'entre vous, particulièrement en Amérique du Nord, avaient suivi au cours des derniers jours, des dernières heures. Peut-être que non, en fait, parce que c'est largement passé inaperçu cette élection, cette culmination, en fait, de la course à la chefferie chez le Parti libéral du Canada, alors que M. Mark Carney devient donc littéralement élu immédiatement premier ministre du Canada. Désigné premier ministre du Canada, devrais-je dire. Élu, c'est un terme extrêmement généreux considérant le contexte. Ensuite, on continue avec un dossier là-dessus. Je sais que plusieurs d'entre vous me l'avez demandé au cours des dernières semaines. Ce n'est pas un dossier complet, c'est pas un dossier entier. Cela étant dit, je voulais absolument quand même avoir la chance de, disons, de frôler la question. Bien sûr, cette guerre, ou plutôt cette violence entre le Rwanda et le Congo, une situation qui dure depuis déjà plusieurs semaines. Et j'en parlais justement là, avant d'entrer en ondes tout à l'heure avec mon collègue, et ce qu'on mentionnait, c'était la nécessité de traiter ce genre d'enjeu-là avec beaucoup de temps, de prendre le temps, de prendre 40-50 minutes sont nécessaires pour vraiment aborder des enjeux aussi complexes que celui du Rwanda, du Congo. Il y a beaucoup d'historique à faire là-dessus. Encore une fois, je vous demande beaucoup d'indulgence. Je referai encore mon avertissement en préalable tout à l'heure. Mais soyez indulgents, on va faire un survol très rapide. Ce que je veux, c'est pas nécessairement exposer toutes les nuances et les détails du conflit. C'est vraiment juste un dossier en particulier, une nouvelle qu'on a appris cette semaine que je trouve extrêmement intéressante et pertinente dans le contexte. Et pour mettre en contexte cette nouvelle, on fera un tour rapide de ce qui se passe, la situation, disons, plus globalement entre le Rwanda et le Congo. Et je suis certain que ce sera déjà un gros morceau de fait quand même pour ce qui est de la mise en situation. Ensuite, certains d'entre vous m'en avez parlé également. J'ai reçu beaucoup de courriels à ce sujet hier. J'ai pris la peine de regarder tout ça et croyez-moi, c'est probablement la situation qui m'attriste le plus ce matin. Ces violences absolument terribles en Syrie. Hier, nous sommes en ce moment lundi au moment d'enregistrer, donc les violences ont eu lieu dimanche en Syrie, dans la région de l'Ouest, près de Latakia, une ville qui est largement occupée par les Alaouites. Bien sûr, on y reviendra tout à l'heure, la nature ethnique, confessionnelle derrière tout ça. Mais le fait demeure qu'on a donc une menace, si on veut, de dérapage en Syrie après l'arrivée des rebelles. Encore important, on fera de la nuance tout à l'heure, à savoir qui est responsable, qui est à blâmer, qu'est-ce qui s'est passé exactement, parce que le message qui est sorti de la Syrie n'est pas nécessairement compatible avec la réalité. Alors, on en parlera tout à l'heure. L'Allemagne qui amorce son réarmement, le canal de Panama qui tombe sous contrôle américain, quelque chose qu'on n'a pas vu passer du tout cette semaine. Et finalement, si on a le temps, en fin d'émission, Gaza, cette nouvelle invasion en préparation, on n'avait pas eu le temps la semaine dernière, on essaiera d'y faire de la place. Alors, sans plus tarder, chers amis, puisqu'on a, comme vous le voyez, plusieurs dossiers à l'agenda aujourd'hui, on commence par faire un retour rapide sur cette nouvelle qu'on a su à peine quelques heures, en fait, après la diffusion de la revue de presse la semaine dernière concernant les développements entre l'Ukraine et les États-Unis. On se souvient de cette rencontre absolument spectaculaire qui a dérapé entre Zelensky, J.D. Vance et Donald Trump dans le bureau ovale. On s'attendait bien sûr à ce qu'il y ait des conséquences de tout ça. Et en fait, immédiatement après la sortie de Zelensky du bureau ovale, ça a pris quelques heures que ce qu'on entendait, c'est que les Ukrainiens prenaient des préparatifs immédiats dans l'éventualité où les Américains retiraient leur assistance militaire et financière. Cette préparation me semblait presque paranoïaque. J'imaginais que le contexte politique était peut-être pas encore, mûr pour permettre à Donald Trump de retirer entièrement tout l'appui à l'Ukraine. Force est de reconnaître que Donald Trump a estimé de son côté qu'il en avait suffisamment, qu'il y avait les arguments nécessaires et donc on a choisi de pousser Zelensky vers la sortie. Soyons très clairs, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. Quand on est en train, et d'ailleurs on l'évoquait à la revue de presse dans les dernières semaines, cette position de Zelensky qui devient de plus en plus difficile à réconcilier pour les négociations, qui est un peu incompatible avec l'état des choses sur le terrain. Aujourd'hui, quand Donald Trump mentionne à Zelensky qu'il n'est pas prêt pour les négociations, qui est un obstacle au processus de paix, qu'on le renvoie chez eux sans accord et qu'on dit ouvertement que peut-être que on aurait besoin d'un nouveau président à la tête de l'Ukraine pour arriver à ce processus de paix. Ensuite,
On s'en parlait d'ailleurs la semaine dernière. Zelensky avait cette audience à la maison qui était relativement sensible et difficile à plaire. L'enjeu est extrêmement délicat pour ce qui est de l'appui des Américains. Zelensky devait être vu comme un outil de l'Ukraine plutôt qu'un boulet. Il faut surtout pas que les Ukrainiens commencent à voir que de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs compatriotes meurent au front en raison de la relation individuelle, personnelle entre Zelensky et Donald Trump. Ce serait quelque chose d'absolument impardonnable. Et donc, d'une manière aussi indirectement qu'on peut l'imaginer et aussi involontairement qu'on peut l'imaginer, et là-dessus, c'est terrible de le dire, mais Zelensky, dans cette rencontre, je le mentionnais la semaine dernière à une émission, je me souviens plus laquelle, sur la radio, télévision, je me souviens plus, mais je mentionnais explicitement que ce que Zelensky venait de faire, c'était de tuer plus d'Ukrainiens que Poutine aurait pu le faire en une journée. C'est extrêmement triste parce que c'était prévisible. Là, je vous dis pas que c'est de la faute de Zelensky, je vous dis quel est le résultat des événements, le résultat de la séquence et de l'épisode auquel on a assisté à la Maison-Blanche. C'était un peu prévisible qu'il y aurait une détérioration de l'appui des Américains. Moi, je voyais même pas une suspension complète. J'imaginais peut-être tranquillement, on enlèverait des morceaux, on ralentirait la livraison des armes, les trains arriveraient sur une base un peu moins prévisible, un peu moins consistante. C'était ça que je m'attendais. Pas une suspension complète où là, on tombe non seulement sur l'assistance des munitions, des armes, mais aussi sur les renseignements, ce qui est à mon sens le plus critique. On le sait là-dessus, d'ailleurs, les Américains sont responsables de tout ce qu'il y a de guidage, tout ce qu'il y a d'informations de ciblage qu'on fournit aux Ukrainiens, mais aussi les postures des Russes, des unités russes, lorsqu'il y a une tentative de prendre d'assaut une zone sur la ligne de front, les Américains sont les premiers à lever le drapeau rouge, à avertir les Ukrainiens sur les déplacements de troupes, sur les mouvements d'artillerie, sur les déplacements d'équipements, pour essayer d'un peu de lire à travers les feuilles de thé et de savoir qu'est-ce qui s'en vient pour l'Ukraine, comment se préparer et quelle serait la bonne marche à suivre. Donc, les Américains sont absolument critiques, non seulement dans, l'exécution de l'effort de guerre, mais aussi dans sa planification, dans sa réflexion originale. Les Américains sont derrière tout ça depuis le début. Lorsqu'ils ont fourni justement ces F-16, une des premières choses qu'on posait comme question, c'est à savoir, mais comment les pilotes ukrainiens vont seulement pouvoir les utiliser? Ils n'ont pas accès aux informations de guidage, ils n'ont pas accès nécessairement, les Américains allaient être derrière tout ça, derrière ce qu'on appelle la chaîne de tir, la chaîne de commandement. Donc, ce que fait Trump lorsqu'il suspend entièrement l'aide militaire à l'Ukraine, après cette fameuse explosion au bureau ovale, naturellement, c'est qu'il est en train de présenter Zelensky comme étant le problème, comme étant une nuisance pour l'Ukraine. L'objectif final, de mon côté, je continue de croire que c'est simplement de signer l'entente sur les minerais. C'est l'objectif véritable de Donald Trump. Et en passant, d'ailleurs, cette semaine, on a eu des déclarations excessivement intéressantes de la part de Marco Rubio, secrétaire d'État des États-Unis. On parlait la semaine dernière de ses relations avec Zelensky qui n'étaient pas tout à fait faciles. Rubio qui avait été frustré par le fait qu'il disait que Zelensky disait quelque chose en privé. Oui, on va signer l'entente, mais en public, non, hors de question, c'est voler l'Ukraine, etc. Rubio était très vexé de tout ça. Et ce qu'il a mentionné, c'est en fait, il est venu confirmer la théorie qu'on avait à la revue de presse lorsqu'on vous avait mentionné la semaine dernière. Cet événement, quand on lit le contexte et comment c'est arrivé, comment c'est produit dans la chaîne, dans la séquence, ça semblait être un événement qui était censé être cérémonial. Quelque chose où on allait signer l'entente tout simplement. Et by God, c'est exactement le terme qu'utilise Marco Rubio dans ses entretiens subséquents. Dans les jours qui ont suivi la revue de presse, on a entendu Marco Rubio dire « Vous savez, attendez, vous n'avez pas vu les deux côtés de l'histoire. » C'était un événement qui était censé être cérémonial, littéralement dans ce mot. Donc, moi, j'ai l'impression que les Américains, leur objectif principal depuis le début, c'est seulement et uniquement, principalement, de signer l'accord sur les minerais. C'est effectivement un cadeau incroyable pour les Américains et c'est effectivement une garantie de défense sans nécessairement dire solide, on pourrait dire crédible. Vous me direz, franchement, Benjamin, il n'y a pas d'engagement ferme. Les États-Unis sont pas prêts à promettre aux Ukrainiens qui vont les défendre dans l'éventualité d'un conflit. Je vous dirais, il y a beaucoup de garanties de sécurité qui sont configurées comme ça. C'est là qu'il est important de prendre un peu de recul quand même. Très rare, à part des alliances défensives explicites où là, on a vraiment une collaboration, etc., comme l'OTAN, par exemple. Très rare, on va avoir une garantie de défense explicite qui est essentiellement une promesse de guerre dans l'éventualité d'un conflit. Même les Américains avec le Japon, par exemple, l'engagement n'est pas complètement clair.
Avec la Corée du Sud, l'engagement n'est pas complètement clair. Avec Taïwan, on ne reconnaît même pas l'État de Taïwan. On ne reconnaît même pas que ça existe. On parle encore comme Taïwan, mais si on reçoit des dignitaires, on veut pas les nommer comme étant venant d'un pays. C'est encore un gros scandale quand on fait juste recevoir ou avoir des contacts directs. En théorie, les États-Unis sont toujours sur la doctrine, c'était de Nixon, si je me souviens bien, de One China, qui était cette tentative de Nixon de tendre la main à la Chine. Et ça, d'ailleurs, en passant, c'est une séquence tellement importante de l'histoire. On veut comprendre ce qui se passe aujourd'hui devant nous. Et certains d'entre vous, j'observe avec énormément d'intelligence. Vous êtes vraiment une audience exceptionnelle et je dis pas ça pour vous flatter, je vous dis parce que ce que j'observe est terrorisant de voir votre niveau de sophistication. Ça m'invite à moi faire mes devoirs parce que je parle clairement avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Nixon en Chine. Si je me souviens bien, c'est 1972. J'aurais checké Nixon in China. Juste pour être sûr de ne pas vous dire n'importe quoi. C'est entre Nixon en Chine, il arrive en 1972. Je ne suis pas complètement fou. Bien. Donc, en 1972, Nixon va en Chine spécifiquement pour tendre la main à la Chine dans un contexte international qui est explosif. On se souvient de tout ça. On a, tout le long des années 50, immédiatement après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a bien sûr l'Union soviétique, la guerre froide qui commence. On commence à voir le soviétisme, le communisme pour être exact, comme étant une menace à la liberté, au monde libre, mais disons-le aussi aux intérêts géopolitiques des États-Unis et de l'Occident. On voit ça comme une énorme menace. Alors donc, naturellement, on essaie d'isoler l'URSS. Ça a été un peu l'attitude des Américains. Et au cours des années 50, 60, même jusqu'à 70, on a l'indépendance de la Chine, en fait, si je me souviens bien, qui se produit après la guerre, après la guerre civile en 1949. Donc, lorsque la Chine moderne est fondée, il lui faut un certain nombre d'années avant de trouver ses jambes. On a une Chine communiste, mais qui n'est pas complètement alignée avec les Soviétiques, qui a certains contacts, mais pas entièrement prête à entretenir des relations. Encore une fois, beaucoup de géographie là-dessus. Il faut comprendre que la Russie, c'est beaucoup plus un État européen qu'un État asiatique. Donc, les relations avec la Chine sont pratiquement nulles pendant des décennies. Arrive le tournant des années 70. Et là, la Chine commence justement, cette Chine communiste de Mao à l'époque, commence à regarder dans la direction des Soviétiques et à y voir une inspiration. On voit en Chine, un pays qui a encore beaucoup de difficultés, qui est au début de son processus d'industrialisation. On commence à bâtir des chemins de fer, des usines, à utiliser du charbon, etc. On retourne du côté des Soviétiques et ce qu'on voit, c'est une véritable superpuissance. Une puissance scientifique, une puissance économique, politique, idéologique, qui a une capacité d'influence, une puissance militaire. Et donc, les Chinois commencent à être fascinés par les Soviétiques, qui, eux, de leur côté, convoitent les Chinois et y voient un allié potentiel. Donc, dans ce contexte de 1970, les Américains sont terrorisés parce qu'ils se voient, c'est une convergence du monde communiste entre deux énormes blocs. D'un côté, la Chine, 1 milliard quelques d'habitants, à ce moment, quelques 700 à 800 millions, et de l'autre côté, les Soviétiques, bien sûr, avec leur énorme bloc géographique, démographique, etc. Donc, Nixon décide de jouer un coup de dé et d'aller créer une rupture entre la Chine et les Soviétiques, de s'assurer que les deux ne soient pas amis. Et pour ça, il faut piler sur ses principes, choisir entre l'intolérable et l'indésirable. Nixon va en Chine. Nixon, l'anticommuniste. Nixon, l'anti-soviétique. Nixon, le dur de dur, décide de tendre la main à la Chine de Mao en espérant d'empêcher justement qu'il se forme cet énorme bloc qui serait une puissance mondiale sans aucun doute et qui aurait peut-être changé la trajectoire de la guerre froide. Donc Nixon réussit à tendre la main à la Chine et d'une manière à empêcher la formation de ce bloc, à recruter la Chine comme peut-être pas à ce moment une amie, mais certes une partenaire qui fera que, au cours des années qui suivent, les Soviétiques et les Chinois ne se parlent à peine. Certains contacts, mais ils ne se parlent à peine. Ils commencent à se parler, en fait, à travers la guerre en Ukraine. À travers les 10 dernières années, particulièrement les 5 dernières, on a vu le début de ces relations entre la Chine et la Russie. Il faut se mettre dans le contexte, comme je vous le dis, les Soviétiques, la Chine communiste ne se parlent pas, l'Union soviétique s'effondre en 90, on a une décennie perdue en Russie, la Russie arrive avec Poutine en 2000, si on veut, commence à se relever, essaie de s'aligner avec l'Occident. Le premier réflexe de la Russie, c'est de tendre la main et d'essayer de rejoindre l'OTAN, chose à laquelle on a refusé en passant.
C'est important de le savoir. Comme leçon d'histoire, la Russie a essayé de joindre l'OTAN. Il y avait vraiment cette question très sérieuse, à savoir au début des années 2000, vous savez, qu'est-ce qu'on fait avec la Russie? De la même manière que quand l'Allemagne, par exemple, a été réunifiée après l'effondrement de l'URSS, immédiatement, on a réintégré l'Allemagne dans le bloc occidental. Immédiatement, on en a fait une amie, on en a fait une collègue, même si la moitié est occupée par les Soviétiques, etc. Donc, arrive l'effondrement de l'URSS, il y a cette vraie question à savoir, est-ce qu'on devrait encore continuer à s'opposer aux Russes? On n'a rien contre eux fondamentalement. On avait quelque chose contre l'Union soviétique, mais la Russie, en 2000, n'est pas problématique pour l'Occident. Alors, tend la main, il s'en fait une discussion plus ou moins sérieuse en Occident et on revient avec un non hors de question. On n'acceptera pas la Russie. La Russie, à ce moment donc, passe les 15 prochaines années à être l'ami de l'Europe, mais l'ennemi des États-Unis. Et ça, c'est une période de l'histoire qui est absolument essentielle à se souvenir. On oublie ça. On a toujours en tête que Poutine, la Russie, c'était une espèce d'empire du mal qu'on a toujours détesté. C'est un talking point ici qu'on a en Amérique du Nord parce qu'on est très exposé à la propagande américaine. Et effectivement, les Américains ont toujours essayé de contenir la Russie. Mais si vous regardez en Europe, il y a des relations très productives avec la Russie, particulièrement dans la période entre 2000 et 2014, avant l'invasion de Crimée. Où là, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'on a ce développement du monde qui se fait encore un peu dans le même paradigme que ce à quoi on assistait après la visite de Nixon en Chine, où les Chinois et les Russes ne se parlent pas. Même si on certes un peu d'intérêts convergents, même si ils pourraient être amis et clairement ils ont une frontière commune, on pourrait essayer de faire... On n'a pas vraiment de relation. Maintenant arrive la guerre en Ukraine, arrive cette hostilité américaine qui commence à être contagieuse pour l'Europe, alors que l'Europe est recrutée dans la politique étrangère américaine, se met à s'opposer aussi à la Russie, l'OTAN se montre de plus en plus agressive, la réponse aussi à la Crimée sera d'essayer de tourner l'Ukraine de notre côté, on lui fait une proposition ensuite pour l'OTAN, et les choses se mettent à dégénérer très rapidement. Et c'est dans ce contexte où la Russie se retrouve un peu expulsée de l'espace européen, que la Russie se retourne vers la Chine et tend la main à la Chine et où on voit cette fameuse alliance stratégique qu'on a documentée, d'ailleurs une de nos vidéos les plus regardées très tôt dans la chaîne de 7 jours sur Terre, qui était la nouvelle alliance entre la Russie et la Chine. C'était cette alliance anti-Occident qui avait été basée un peu sur les mêmes principes que le BRICS, un peu sur les mêmes principes, si on veut, que tous ces forums anti-américains qui ont été fondés, l'idée de se dédollariser, l'idée de briser la domination américaine, tant sur le secteur financier, économique, que sur le secteur industriel, militaire. On essaie, si on veut, de créer un nouvel ordre mondial dans lequel il y a un équilibre multipolaire, plusieurs pôles. Et maintenant, on revient à l'Ukraine. Sachant tout ça, et c'est pourquoi je vous dis, je vois que je parle avec des gens qui savent très bien de quoi ils parlent. Parce que plusieurs d'entre vous me mentionnaient, est-ce que ce que Trump est en train de faire, c'est pas un Nixon en Chine? Et c'est dans ces moments où je me dis, « Oh, you guys are pretty smart. » Parce qu'effectivement, il faut un peu de contexte historique pour voir tout ça, mais il serait possible que dans le contexte d'une compétition stratégique entière et totale avec la Chine, où ce qu'on craint plus que tout, c'est une amitié entre les deux, dans un contexte où les deux ont déjà recommencé à se parler, on se retrouve un peu dans le même scénario qu'un Nixon en Chine. Alors que Trump, à travers la normalisation des relations avec la Russie, où il essaie de tendre la main, de dire au jour 1, on lèverait toutes les sanctions, au jour 1, on essaierait de réparer les relations avec le Kremlin, avec Poutine, on essaie de normaliser un peu la Russie. C'est complètement lunaire. Mais vous comprenez la posture dans un contexte Nixon en Chine? Est-ce que Trump n'est pas en train d'essayer de créer cette scission, de diviser la Russie et la Chine et d'empêcher que les deux restent alignés? Parce qu'il est vrai que si la Chine et la Russie travaillent ensemble, main dans la main, pour briser l'ordre mondial américain, le dollar, le système financier, la domination économique, diplomatique américaine, ils sont capables de le faire. Et en fait, on l'a vu au cours des 4 à 5 dernières années. Il n'y a jamais eu autant de traction pour ce mouvement de désaméricanisation du monde qu'à travers les manœuvres qui ont été déployées par la Russie et par la Chine.
Les deux gouvernements ensemble ont été en mesure de former, oui, les BRICS, mais de les agrandir considérablement, de recruter des nouveaux membres. Et on a vu d'ailleurs cette réaction de Donald Trump en conséquence, qui est assez épidermique, mais qui en dit long sur la panique des Américains, alors qu'on dit ceux qui veulent remplacer le dollar ou qui prennent le moindre moyen pour remplacer le dollar comme devise de référence à travers le monde seront punis de droits de tarif de 100%, de droits de douane de 100% sur les échanges commerciaux. La réaction américaine, elle est claire. Donc, ce que moi, j'essaie d'illustrer à travers tout ça, c'est qu'on pourrait dire que Donald Trump, ce qu'il est en train de faire avec la Russie, l'Ukraine, c'est très myope et c'est mon interprétation de tout ça. Je vous avoue que je suis pas convaincu que Trump lit toute la game de cette manière. Est-ce qu'il a vu ça? Est-ce qu'il a conscience de ces épisodes des années 70? Est-ce que ça fait partie de son raisonnement? On donne la chance aux coureurs, on donne le bénéfice du doute. Moi, comme analyste, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on se retrouve dans un contexte similaire, dans lequel on a un gigabloc qui est en train de se former contre la puissance stratégique américaine et, par extension, contre la domination des États-Unis. Et les Américains paniquent et essaient de créer une fracture en recrutant un de ses deux amis comme un de leurs propres collègues. En disant, ben la Russie, t'as pas besoin d'être ami avec la Chine. Et en passant, c'était la première chose qu'on relevait dans cette entente entre la Russie et la Chine. Si vous retournez voir cette vidéo qu'on traitait, en fait, sur l'alliance, vous avez l'alliance qui fait trembler l'Occident, c'est exactement le cas. C'est que la Russie et la Chine le font par dépit. C'est vraiment, ils le font en reculons. Les deux n'ont pas particulièrement envie d'être amis. Les deux compétitionnent, en fait, sur l'espace asiatique. Il faut comprendre que la Chine convoite beaucoup de l'espace stratégique qui revient normalement à la Russie. La Chine convoite l'Ouzbékistan, convoite toute l'Asie centrale au complet. La Chine convoite les anciennes républiques soviétiques, comme je vous disais, en Asie centrale, mais aussi jusqu'en Europe de l'Est, où on a des relations très fortes au niveau économique, commercial. Donc, la Russie voit la Chine, sans parler de l'Afrique, en passant, on voit la Chine s'impliquer de plus en plus dans ce qui est normalement l'espace stratégique, le carré de sable stratégique de la Russie. La Russie voit bien qu'elle n'a pas le choix de s'aligner avec la Chine parce que ça sent la merde. Parce que si elle ne s'aligne pas avec la Chine, elle voit visiblement que la situation, l'équilibre de la force auquel on assistait en 1972, s'est entièrement renversé. Si l'URSS, avec ses quelques 100 millions d'habitants à l'époque, est en mesure d'écraser la Chine quand même, malgré un déficit démographique énorme, aujourd'hui, c'est plus le cas. La Chine, pour la Chine, la Russie, c'est une crotte de nez. Et je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est effectivement le cas. Au niveau militaire, au niveau même, fut-il un temps où la Chine n'avait même pas d'armes nucléaires. La Chine a le dissuasif nucléaire, la Chine a une marine, la Chine sera en mesure de prendre le contrôle de beaucoup, justement, de cet espace qui revient à la Russie sans déployer trop d'efforts. Et c'est un peu ce qu'on a vu au cours des dernières années, ce qui a invité la Russie à dire « If you can't beat them, join them ». Quant à ça, on va être amis avec la Chine et on va essayer d'être partenaires et d'aligner nos intérêts aussi souvent que possible. Et puisque la Chine veut renverser le régime américain, peut-être est-ce qu'on partage un objectif. Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Donc cette alliance entre la Russie et la Chine a toujours été une alliance de circonstances, une alliance de dépit que le premier qui serait prêt à tendre la main à l'un des deux serait en mesure de briser. Il était clair que si on faisait la paix avec la Chine, elle n'aurait plus aucun intérêt à se mettre amie avec la Russie et vice-versa. Donc, dans ce contexte de tractation entre l'Ukraine et la Russie, je vous invite à voir les enjeux stratégiques profonds, qui demandent certes une attitude satellitaire, de prendre énormément de recul pour voir les blocs et les mouvements des plaques tectoniques à l'échelle géopolitique, mais il y a certainement un parallèle à faire. Encore une fois, est-ce que c'est la stratégie Trump? C'est pas ce que je vous dis. Je vous dis que si c'est un peu comme un singe qu'on enferme dans une pièce et qui après va avoir joué Shakespeare. C'est à peu près la même chose. Si on enferme un singe sur un piano, il va finir par jouer Beethoven. C'est un peu la même chose avec Trump là-dessus. Est-ce qu'il a vraiment la lecture stratégique de tout ça ou est-ce que c'est seulement parce que arrêtez de vous tuer, c'est pas dans l'intérêt des États-Unis. Ce qu'on voit, c'est vraiment des paramètres très proches et très myopes, très court-termistes, si on veut, et qui coïncident, par pure coïncidence, si on les déploie sur le long terme, ça s'inscrit aussi dans ce cadre stratégique qu'on est en train de décrire. Moi, j'ai l'impression que c'est plus ça. Maintenant, force est de reconnaître qu'on doit quand même s'attarder aux impacts.
alors que Trump suspend l'aide militaire à l'Ukraine après l'explosion dans le bureau ovale. On pourrait se dire, ça va durer seulement quelques jours, quelques semaines, c'est une manière d'expulser Zelensky. Certainement, si Zelensky annonçait sa démission demain matin et qu'il tenait une élection et qu'il reconnaissait qu'il n'est plus la personne pour mener le processus de paix, c'est une sortie qui se fait relativement bien. À vous de déterminer si c'est la chose à faire ou pas. Mais probablement que s'il annonçait ça demain matin, l'aide militaire américaine serait reprise immédiatement. Et ce qu'on dirait du côté des Américains, c'est en attendant que l'Ukraine se trouve un nouveau président, on va leur permettre d'au moins tenir la situation telle qu'elle, de geler le conflit, et ce serait probablement coordonné avec la Russie. Parce qu'on s'entend, la Russie voit très bien ce qui est en train de se produire. Si on remplace Zelensky, c'est pas pour mettre quelqu'un de pire, c'est pour mettre quelqu'un qui va être favorable à une entente de paix rapide et à faire des concessions tant à la Russie qu'aux États-Unis. Donc la Russie, si on lui arrive et qu'on « Bonjour Vladimir, on organiserait une élection en Ukraine, serais-tu prêt à nous donner 5 semaines? » Prenez tout votre temps. Take your jolly time. Ce serait probablement la réponse en provenance du Kremlin. En ce moment, c'est l'inverse qui est en train de se produire. On essaie, pour la Russie, de monter autant que possible la pression sur les Ukrainiens, alors que ce qu'on voit, je lisais tout à l'heure avant d'entrer en ondes, c'est terrifiant. Le front de course qui est déjà en train de s'effondrer. On nous parlait d'un effondrement du front, particulièrement dans l'Est, dans quelques mois. Que d'ici les prochains mois, l'Ukraine avait suffisamment de munitions, suffisamment d'informations, de renseignements, qu'il faudrait quand même un peu de temps avant que les positions russes changent assez et que que les cartes soient assez brassées pour que la photo qu'on avait d'il y a quelques semaines ne soit plus du tout valide. On se dit donc quelques mois au moins avant l'effondrement du front. Quelques heures après la suspension de l'aide américaine, on voit les Russes qui immédiatement sentent l'opportunité. Ce qu'eux voient, c'est qu'il y a une possibilité que les Américains rétablissent l'aide dans 48 heures. En fait, c'est très simple. Suffit que Zelensky kiss the ring. Suffit que Zelensky mette un genou à terre. Si Zelensky accepte de signer l'entente, il n'y a même pas besoin de démissionner. Il y a deux options. Soit il démissionne et annonce une élection, parce qu'il décide qu'il y a une colonne vertébrale puis qu'il veut pas tout donner aux Américains, puis ce sera quelqu'un d'autre, et que l'histoire se souviendra de lui comme celui qui a résisté. Good. Do that, si ça te tente. Dans l'autre option, Zelensky fait tout simplement signer l'entente de minerais avec les Américains. En se disant, ben, si c'est pas moi, c'est un autre. Et son calcul serait tout à fait logique, vous comprenez, si on se met à sa place. S'il se dit, ben, écoutez, vous allez avoir votre entente anyways. La question, c'est juste, est-ce que ce sera un pantin qui va négocier la paix pour l'Ukraine ou pas? C'est essentiellement ça le débat qu'on est en train d'avoir. C'est clair, ça va être signé avec ou sans Zelensky. Et si c'est sans Zelensky, ça va être un clown. Au sens des Ukrainiens, vous comprenez. Dans le sens, ce serait une marionnette américaine. Ce serait clairement quelqu'un de présélectionné, de préapprouvé par les Américains. Donc, pour Zelensky, il y a un monde, il y a un scénario dans lequel on se dit, you know what? Je vais signer le putain de papier et je vais faire mon possible ensuite pour le nullifier de toutes les manières possibles par en arrière. Je vais faire mon possible pour retarder, slow roll le déploiement de tout ça, m'assurer que ça emmerde au Parlement, m'assurer que ce soit compliqué, le temps que l'Europe trouve quelque chose. Ça pourrait être une stratégie de juste botter la canne un peu plus loin. Et si Zelensky était arrivé au bureau ovale et avait décidé de signer, il aurait pu faire exactement ça en passant. Trump aurait fait son victory lap, son tour de victoire pendant quelques jours, et éventuellement, peut-être aurait-on appris que ça fonctionnait pas et que le deal est en train de s'effondrer. Maintenant, l'Ukraine aurait gagné plusieurs mois. Donc là-dessus, moi je prédis que probablement Zelensky va signer l'entente. Je le maintiens. Il dit être prêt à le signer. D'ailleurs, on s'en parlait la semaine dernière, immédiatement en sortant de cette rencontre avec les Européens. Zelensky couche tapis en disant oui, je suis prêt à signer immédiatement, aucun problème. Donc, cette suspension de l'aide américaine, le principal impact, ça va être de faire augmenter sur la pression tant sur Zelensky que sur l'Ukraine elle-même pour arriver à des négociations rapidement, parce qu'en ce moment, la Russie, sentant que la situation pourrait changer d'une minute à l'autre, que la signature pourrait être faite ou que Zelensky pourrait démissionner, eh bien la Russie se dépêche. La Russie met tous ses moyens actuellement à essayer de pousser la ligne de front et de gagner des kilomètres précieux, sachant que l'Ukraine n'a plus accès à l'information américaine, est essentiellement aveugle et se bat avec une main dans le dos. Donc la Russie,
on pourrait imaginer justement la semaine dernière qu'elle aurait montré une forme d'ouverture, mais moi je vous disais déjà que c'était complètement absurde quand les Français et les Britanniques nous parlaient d'une trêve partielle. On se disait ici ensemble à la revue de presse, ça irait directement dans l'avantage de la Russie. Et pourquoi la Russie accepterait quelque chose dans le genre? Il n'y a pas vraiment d'intérêt tant qu'on nous promet pas des gains énormes, soit le départ de Zelensky ou une entente de paix très avantageuse. Donc la Russie regarde tout ça et se dit non, au contraire en fait, on va attaquer encore plus fort pour te forcer toi à faire les concessions à Trump et soit récupérer ton aide, continuer la guerre en attendant, ou du moins sauver la face. Donc les Russes là-dessus, d'une certaine manière, travaillent vraiment en connivence avec Trump et avec les États-Unis. Les deux ensemble sont en train essentiellement, ce sont les deux côtés de l'étau qui se referment sur l'Ukraine. D'un côté, le Kremlin et la pression militaire, de l'autre côté, Washington et la pression politique. Alors, Zelensky, éventuellement, sa tête va être éjectée. On peut dire ce qu'on veut, mais ça va probablement se produire soit politiquement, soit électoralement. On continue avec notre prochain dossier parce que je veux pas qu'on s'éternise, comme je dis, sur l'Ukraine. Je sais, il y en a énormément à dire encore. Croyez-moi, je n'ai pas tout dit là-dessus. On continue cette fois avec... Deuxième dossier, qu'est-ce qu'on s'était dit tantôt? Mark Carney, Premier ministre du Canada. On passe rapidement encore là-dessus. On en a fait longuement l'analyse au cours des dernières semaines, des derniers mois. En fait, avant même l'effondrement de la coalition Trudeau, avant même l'effondrement et la démission de Justin Trudeau, on vous indiquait dans des revues de presse, Mark Carney est déjà le désigné. Il n'y a même pas de débat, il n'y a même pas de question, c'est juste à savoir. Ensuite, Mark Carney avait dit qu'il n'était pas intéressé et vous m'envoyez des messages en train de dire « Benjamin, c'est pas vrai ce que tu as dit à la revue de presse, Mark Carney viendra pas, blablabla. » La politique est une mauvaise pièce de théâtre. C'est juste une mauvaise pièce de théâtre. Et ça, c'était tellement prévisible qu'on pouvait le dire jusqu'à 3 mois à l'avance. C'est non seulement c'est sûr que Trudeau démissionne, on peut déjà vous annoncer son remplacement avant même que lui s'annonce, qui était Mark Carney. La campagne à la chefferie du Parti libéral a été très anonyme. On a entendu très peu parler. 2 débats ont eu lieu, si je me souviens bien, un en français, un en anglais. Dans les 2 cas, curieusement, Mark Carney a très mal performé. Mark Carney a été très mauvais en français. Son niveau de français a déçu plusieurs de ses propres conseillers qui ont été presque paniqués de voir que Carney aspirait à devenir premier ministre du Canada avec un français extrêmement approximatif, ce qui clairement présenterait éventuellement un problème au Québec, alors que le débat en anglais s'était produit, lui, surtout sur le coup de l'incertitude, de l'hésitation. Mark Carney avait montré moins d'habileté politique et d'instinct qu'on pourrait s'imaginer, mais grâce à son nom, essentiellement. Grâce à son curriculum, à son nom, à l'aura d'autorité qui se dégage de quelqu'un qui a servi dans 2 banques centrales, qui a été approché par plusieurs gouvernements, qu'on avait vu depuis longtemps comme un premier ministre en devenir. Naturellement, il a tout simplement attiré tous les donateurs, l'argent, l'énergie aussi au niveau du parti. Ce qui a fait, j'ai hâte de voir les chiffres en fait, mais en ce moment, ce qu'on a, c'est vraiment une victoire catégorique de la part de Mark Carney. Donc, on fait la lecture ensemble très rapidement d'un article qui nous décrit l'homme, sa victoire et les premiers pas en politique, si on le veut. Le nom de Mark Carney circulait dans les rangs libéraux pour succéder à Justin Trudeau depuis l'annonce de sa démission, bien avant. Après des années à travailler dans l'ombre du gouvernement, il a réussi son pari de se lancer en politique actif. L'économiste de carrière a été élu dimanche chef du Parti libéral du Canada et du même coup premier ministre du Canada. Force est de reconnaître que cette démocratie constitutionnelle à la monarchie constitutionnelle, comme on le voit avec ce qu'on a au Canada, le système britannique essentiellement, la démocratie est incroyablement faible. Il n'y a rien de plus antidémocratique que ce genre de système chaud d'une monarchie, où là on a un premier ministre qui a été élu par les membres d'un parti politique. On vient de changer de premier ministre et de le faire accéder à la plus haute fonction. Et soyons clairs, en passant, quand je vous dis c'est extrêmement antidémocratique, c'est qu'au moins si on était dans un contexte américain où le président meurt, le vice-président meurt aussi, c'est la catastrophe, on se ramasse vraiment avec un non-élu, un secrétaire d'État, exemple, qui serait président des États-Unis. Au moins, il y a des checks and balances constitutionnels. Au moins, il y a des limites pour empêcher que, peu importe, élu ou pas, la personne qui occupe le bureau de la présidence, la fonction, ne peut pas faire ce qu'elle veut. Au Canada, non seulement tu n'as pas besoin d'élire qui vient à tête, non seulement il peut juste arriver là sans jamais qu'il y ait eu une élection, en plus, il n'y a aucun checks and balances sur lui. En plus, il a le droit de déclarer la guerre par une signature en bas de la feuille. Il a le droit de signer des traités à une signature en bas de la feuille.
Il a le droit de nommer des juges par une signature. C'est un pouvoir divin, le premier ministre du Canada. Au même titre que le premier ministre du Royaume-Uni à cet égard. Le pouvoir de nommer des sénateurs. Le pouvoir de... C'est vraiment un pouvoir qui est extrêmement puissant au terme exécutif et on néglige ça dans l'importance du calcul. À dire, c'est correct à la limite, c'est correct si on décide que ce qu'on veut, c'est un premier ministre. Mais, good, mais il devrait pas avoir la liberté, la légitimité, la latitude de faire tout ce qu'il veut au sens démocratique. Ou là, quelqu'un qui n'a jamais été élu pour arriver d'un matin avec des décrets ou avec une déclaration de guerre contre les États-Unis. Ça n'arrivera pas, soyons clairs. Mais pourrait décider d'engager le Canada dans une trajectoire pour laquelle il n'a jamais sollicité aucun mandat. Et c'est là qu'on a un peu un gros déficit démocratique, à mon avis. C'est fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. C'est un peu la démocratie. Hein? On peut voir la démocratie de plein de manières. Est-ce que c'est les extensions de la démocratie, la liberté individuelle, etc., ou est-ce que c'est juste la volonté du peuple? Si on s'en tient à la volonté du peuple, en théorie, tant que tu as un mandat, que tu as dit que tu allais faire ce que tu allais faire, tu as le droit de faire n'importe quoi. En théorie, sur la version très grecque, si on veut, et très originaliste de la démocratie, si tu as sollicité le mandat, tu as la légitimité de l'appliquer, de le mettre en œuvre, même si ça brime les droits, même si c'est beaucoup plus tard. C'est avec les Lumières qu'on a étendu les droits individuels, la liberté, le droit de parole, etc. C'est beaucoup plus tard qu'on arrive avec les extensions de la démocratie, puis on a vu ça plus largement. Donc, pour Carney, moi, ce que je vois surtout, c'est un énorme déficit démocratique que, en passant, s'avère-t-il, M. Carney tentera de combler très rapidement. Étant lui-même conscient du fait qu'il n'y a aucune légitimité, on nous dit que M. Carney souhaiterait déclencher une élection aussi rapidement que possible, ce qui, à mon sens, me semble une obligation, mais visiblement, plus personne au Canada y tenait particulièrement. Il n'y a personne au Canada qui tenait à tenir une élection. Que ce soit les conservateurs ont déjà commencé à changer leur discours, voyant que Mark Carney est sur une augmentation rapide de sa popularité. On souhaite que la lune de miel commence à ralentir. Le NPD, même chose. On voit Mark Carney décoller. Il y a 10 jours environ, le NPD, dernière revue de presse, on aurait fait le même segment, je vous aurais dit, le NPD a promis de renverser le gouvernement au jour 1. Le parti de gauche de Jagmeet Singh. Aujourd'hui, en fait, il y a quelques jours, 2 ou 3 jours, Jagmeet Singh a clarifié finalement, on a changé d'idée. Finalement, quand Mark Carney va arriver, premier ministre, on ne le renversera pas tout de suite. Donc, la prérogative de déclencher ou pas une élection, d'enclencher le processus électoral, revient entièrement, au point où on en est, à Mark Carney lui-même. Isn't that beautiful? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Est-ce que c'est pas beau comme démocratie? Mark Carney a obtenu un baccalauréat en économie de la prestigieuse université américaine Harvard en 1988, puis a continué son parcours à l'université d'Oxford en Angleterre, où il a fait une maîtrise et un doctorat dans la même discipline. Aujourd'hui, âgé de 59 ans, il a rencontré à Oxford sa conjointe, où il est aussi économiste. M. Carney débute sa carrière à la banque d'investissement Goldman Sachs, où il occupera divers postes entre 1988 et 2003, donc environ une quinzaine d'années chez Goldman Sachs, dont celui des directeurs généraux des services bancaires d'investissement, donc comme je vous le disais, quelqu'un qui a été très familier avec le monde de l'investissement et, disons, des flux monétaires, particulièrement avec son expérience dans les banques centrales. J'ai aidé à sauver 2 économies, dit-il, ce qui est quand même un peu d'imbu de lui-même. Quand on parle d'un gouverneur de la Banque centrale, ta latitude est excessivement limitée. Il faut vraiment là-dessus arrêter de lancer des fleurs au directeur de Banque centrale comme s'il avait sauvé l'économie. Il gère un taux d'intérêt. Arrêtez. Là, ça, c'est le côté où il faut faire attention et la latitude est relativement limitée par rapport à qu'est-ce qu'il peut ou ne pas faire. Donc, ce qu'il avait fait, Mark Carney, effectivement, il avait bien agi, mais il avait probablement agi comme n'importe quel autre directeur de banque centrale aurait fait dans sa posture. C'est ça que je trouve un peu malhonnête de prétendre. C'est comme un génie qui marche sur l'eau. Il se fait davantage connaître du public dès 2008 lorsqu'il accède au poste de gouverneur de la Banque centrale du Canada en pleine crise financière mondiale, Indeed. Il abaisse alors les taux d'intérêt à des niveaux historiquement bas pour l'époque et prend, mais encore une fois, un geste qui a été reproduit partout ailleurs en Occident. Cette baisse massive des taux d'intérêt jusqu'à même des taux négatifs a été vue en Europe. Cela a été vu à travers les marchés émergents, pour ceux qui pouvaient se le permettre, bien sûr, et ça a été vu spécifiquement aux États-Unis, où on a réduit des taux à des minimums et on s'est accroché à ces taux très, très bas pendant des années, jusqu'à qu'on commence graduellement à les remonter autour de
2011-2012, si je me souviens bien, et encore, on n'a jamais vraiment été en mesure de les remonter à des niveaux conséquents. Alors, on prend des mesures pour ajouter des liquidités. Face à la récession, l'économie canadienne est celle qui s'en est le mieux tirée parmi ses pairs du G7. Encore une fois, beaucoup de coïncidences. Difficile un peu de pointer dans la direction de Mark Carney pour son rôle là-dessus. Certes, très compétent, mais de là à dire qu'il a sauvé le Canada d'une récession, je comprends les conservateurs qui entendent cette ligne et qui disent « Non, 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 Stephen Harper a sauvé le Canada d'une récession. » Au sens où, qui aurait nommé, à ce sens, qui aurait nominé Mark Carney, ce serait, à ce niveau, M. Harper. Donc, il faut quand même faire la part des choses par rapport à son rôle précédent la politique. Après son mandat comme gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui était d'ailleurs le premier non-britannique à avoir été nommé à la tête de la Banque d'Angleterre depuis sa fondation il y a quelques centaines d'années, M. Carney est nommé en 2020 envoyé spécial des Nations Unies pour le financement de l'action climatique. Lors de la COP26, il lance l'Alliance financière de Glasgow pour la carboneutralité, s'alignant du même coup avec Greta Thunberg. Il a aussi conseillé le premier ministre Justin Trudeau sur sa gestion de la crise de la COVID-19, en plus d'être conseiller financier du premier ministre britannique entre 2020 et 2025. Je tiens à vous le dire, j'espère qu'on est conscient. On ne met pas ça dans son CV. Conseiller financier de Justin Trudeau sur la période spécifique de 2020 à 2000. On ne se vante pas de ça, là. Puis on ne se vante pas non plus d'avoir été conseiller du premier ministre britannique de 2020 à 2025. Très honorable et des belles fonctions, mais au sens où ce sont deux pays qui ont connu des déclins économiques catastrophiques dans cette période. Spécifiquement les moments où on nous dit qu'il était en arrière en train de tirer les ficelles. Il y a quelque chose d'un peu incroyable là-dessus. Moi, j'essaierais de tenir au plus bas la proximité entre Justin Trudeau et Mark Carney, mais c'est un peu le secret de Polichinelle. Mark Carney était vu comme le marionnettiste de Justin Trudeau, d'une certaine manière. Lui et Gerald Butts, qui étaient deux amis d'enfance de Justin Trudeau, qui se connaissaient depuis très longtemps, on avait un peu dans la vision que Justin Trudeau était mentoré par Mark Carney et par Gerald Butts et un certain nombre, Katie Telford notamment, un certain nombre de ses proches. Donc, conseiller Justin Trudeau au pire de Justin Trudeau et conseiller, on parlerait de 2020 à 2025, à peu près 3 premiers ministres britanniques différents, dont Liz Truss, catastrophe, dont Rishi Sunak, catastrophe, et dont, qui était juste avant ces deux, Seigneur, ça m'échappe, parce que c'était pas Boris à ce moment. On a changé après Boris. On est à peu près à notre 6e premier ministre au Royaume-Uni. Donc, bordel qui aurait été surveillé ou supervisé par Mark Carney pour l'essentiel. Avant la démission du premier ministre Trudeau en janvier dernier, M. Carney avait été abordé pour remplacer Chrystia Freeland comme ministre des Finances. Et il avait manifesté son intérêt, mais back out en voyant que Trudeau était sur son expiration politique. Donc, on verra dans quelle direction s'en va Mark Carney. Pour le moment, moi, je vous avoue, je ne suis pas particulièrement hostile ni enthousiaste à Mark Carney. On va donner la chance aux coureurs. Qu'est-ce que vous voulez je vous dis? J'ai pas le choix d'empêcher, de remarquer, de noter, d'observer le fait qu'il n'a pas été élu, d'observer le fait que c'est un premier ministre pour lequel je ne me suis jamais exprimé. On m'a jamais donné la chance de m'exprimer. Maintenant, j'ai pas élu Trudeau non plus. Puis on l'a enduré pendant 10 ans. Donc, j'ai pas élu Mark Carney. On va l'endurer pendant, peu importe le temps qu'on va l'endurer. Est-ce que c'est 1 an, 2 ans, 5 ans? Est-ce qu'il sera bon? C'est possible aussi. C'est très possible. Ce que je veux dire, il faut donner la chance aux coureurs. On n'a pas encore vu en politique de quoi il est capable. On n'a pas vu de quoi il est fait en termes de premier ministre. Je vous avoue que j'ai certaines hésitations en raison de son curriculum, notamment, et aussi en raison de ses positions actuelles, où là, on entre essentiellement dans un piss contest, dans un concours de pissage avec le président américain, à essayer de lui dire, ce sera $1 pour dollar en termes de tarifs, il y aura des réponses de la part du Canada, jamais, au grand jamais, le Canada ne joindra les États-Unis. Je veux dire, mais êtes-vous des clowns? Vous voyez pas comment Trump opère ou quoi? Vous étiez où pendant les 10 dernières années de politique étrangère où ce qu'on a observé de manière explicite et claire et évidente, et ça nous perce les yeux tellement c'est évident, c'est que Trump tient à des relations personnelles productives. C'est qu'il est très vaniteux là-dessus. C'est que si toi puis lui, vous vous entendez pas bien, ça ira nulle part. Ça va être la guerre, ça va être des tweets, ça va être des rencontres pas productives. Et il commence en attaquant Trump, son administration et toutes ses initiatives.
au lieu d'arriver avec on a très hâte d'appuyer sur le bouton Reset avec l'administration américaine, de relancer une nouvelle relation productive. On est conscient que les dernières années ont été très difficiles en termes d'amitié en Amérique du Nord. Puis de notre côté, on veut redevenir un partenaire productif. On est déjà en train de prendre des mesures pour satisfaire les Américains, mais naturellement, on veut aussi être respecté dans cette relation. On est certain qu'en remettant la relation à zéro, on va pouvoir avoir ce respect réciproque et productif. Juste une déclaration bâtard, peu importe. Et ce serait correct pour déjà calmer l'esprit derrière tout ça. On n'est pas en élection, on n'est pas en processus de... Ce qui nous dit d'ailleurs que Mark Carney veut vraiment en élection tout de suite. Qui arrive déjà avec son message électoral de « Ha! Capitaine Canada contre les États-Unis », ça nous dit que là, ce qu'il a sur son agenda pour les 2 prochains mois, ça m'étonnerait que ce soit une négociation. Il s'en va en élection. Ce gars-là s'en va en élection. J'ose espérer, je ne croirais pas qu'il commencerait son mandat en envoyant chier Donald Trump si ce qu'il avait en tête, c'était d'aller en négociation. Il s'en va en élection. Il sait que ce message-là va être populaire. J'ose espérer. Sinon, je suis tout aussi découragé que vous tous de voir qu'on n'apprend rien. Qu'est-ce que l'insanité si c'est pas de faire la même chose 50 fois en pensant qu'on va avoir un résultat différent? Là, on en est à notre 2e premier ministre, 3e politicien majeur, qui a exactement la même approche et que ça va nulle part. Ajoutons Pierre Poilievre là-dedans. Qui dit, on va être plus tough que tough. Non seulement c'est pas crédible, c'est une mauvaise pièce de théâtre. C'est pathétique si c'était pas aussi intellectuellement embarrassant. On continue avec notre prochain dossier là-dessus. Bonne chance à Mark Carney. Encore une fois, je voulais mettre quelques grains de sel, mais bonne chance quand même. On est toujours content d'avoir quelqu'un qui s'implique en politique fédérale, peu importe l'horizon. Qu'il soit élu ou non, je voulais que je vous dise, c'est le Canada, c'est la nature des choses. Dossier fascinant. Ah, Seigneur, on en a pour un petit 15 minutes là-dessus. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. On se déplace à la carte, on s'en va au Congo. Alors, encore une fois, je commence avec un avertissement. C'est une vulgarisation. On va essayer autant que possible de comprendre les principaux acteurs, les enjeux qu'il y a derrière tout ça et pourquoi je vous présente une nouvelle aujourd'hui que j'estime importante, pertinente dans le contexte actuel. Vous savez qu'il y a beaucoup de violences présentement en Afrique centrale, dans la région de l'Est de la République démocratique du Congo. Ceux qui n'ont pas suivi au cours des derniers mois, des dernières années, surtout depuis 2022, je vous dirais que c'est actif. Particulièrement au cours des dernières semaines, on a vu beaucoup plus d'activités et de violences dans cette région. Alors, certains d'entre vous êtes familiers avec la question du génocide Tutsi-Hutu, auquel on a assisté, bien sûr, une tragédie dans laquelle le Canada a été impliqué en tant que force de maintien de la paix avec les casques bleus. Ça aura été une des grandes tragédies en passant, une des grandes catastrophes et on pourrait dire une des grandes bavures de l'histoire de l'ONU. Cette incapacité, malgré le fait qu'on avait une force de maintien de paix sur place, on était incapable de maintenir la paix en question et on a assisté essentiellement à un génocide. Alors, République démocratique du Congo, vous le voyez ici, pour nous mettre un peu en contexte pour ce qui est de l'Afrique centrale, c'est un morceau gigantesque de l'Afrique centrale et c'est aussi une pépinière de minerais, de métaux rares extrêmement riches, que ce soit de l'or, on pourrait même parler du bois, on pourrait parler des ressources naturelles du Congo sont absolument exceptionnelles. Beaucoup de ces ressources sont concentrées ici. Vous voyez cette région montagneuse à l'est du pays. Là où on a un problème, et là on arrive un peu avec la situation actuelle, et vous comprendrez pourquoi on tombe dans de la géopolitique un peu plus intense. Le Rwanda, ce microscopique pays juste à côté, donc de la République démocratique du Congo. Le Rwanda, qui est actuellement dirigé par Paul Kagame, dictateur, il est important de le dire. On a beaucoup de ses alliés à travers le monde quand on se parlait de la démocratie comme valeur un peu performative parfois. Le Rwanda, M. Kagame est un allié de l'Occident, un allié de beaucoup de pays européens depuis très longtemps, malgré le fait qu'il est élu à répétition avec des 98% de votes à chacune des élections. On a vraiment devant nous quelqu'un qui truque ses élections et qui fabrique des résultats électoraux pour rester au pouvoir. On le voit très souvent en Afrique. Le Rwanda, là-dessus, ne fait pas exception et c'est un des cas les plus scandaleux auxquels on ferme les yeux. Premier point. Et parce que le Rwanda est un de nos amis, et la raison pour laquelle on le tolère, en fait, c'est parce que justement, quand je vous disais la théorie de qui mange dans notre main en ce moment, M. Kagame a eu l'intelligence de manger dans la main de l'Occident.
L'inverse pour ce qui est de la République démocratique du Congo, qui largement a été relativement ouverte aux influences, qu'elles soient américaines, européennes, mais aussi, oui, russes et chinoises. Et vous avez une certaine présence des Russes, des Chinois à l'intérieur, particulièrement des Russes, on s'entend, à l'intérieur de la République démocratique du Congo pour ce qui est de l'exploitation des ressources naturelles. Donc, on voit le Congo comme étant, disons, un partenaire moins désirable que le Rwanda, qui lui accepte de manger dans notre main sans aucune condition, et Kagame ici, qui bien sûr a une légitimité politique très, très, très douteuse. Et l'Europe a signé une entente avec le Rwanda pour acheter les minéraux, les métaux du Rwanda. Ce qui est drôle, c'est que le Rwanda n'a aucune mine. Le Rwanda n'extrait pas de métaux sur son territoire, ou pratiquement pas. Pas à l'échelle industrielle suffisante pour approvisionner les besoins de l'Europe. Alors, on a une entente pour s'approvisionner avec les métaux du Rwanda, qui lui-même n'a pas de métaux sur son territoire ou n'a pas les gisements extractifs. Ce que fait le Rwanda, en fait, c'est qu'il finance un groupe qu'on appelle le M23, le mouvement du 23 mars, qui est un groupe Tutsi. Il faut le comprendre quand on parle de cette relation avec les Tutsis, les Hutus. Au Rwanda, Kagame, les Rwandais, pour la plupart, du moins le régime au pouvoir actuellement, ce sont les Tutsis. De l'autre côté, pour le Congo, en ce moment, on pourrait dire une majorité Hutu qui exerce le plus d'influence dans cette région, particulièrement de l'Est surtout. Et les Rwandais, les Tutsis, un peu comme on le voit en Ukraine en fait, disent qu'il y a ici une minorité Tutsi qui est opprimée par la majorité Hutu du Congo. Et donc, on finance le M23, ce mouvement du 23 mars, qui est un mouvement rebelle, on pourrait dire terroriste, violent, armé, appelez ça comme vous voulez, qui a pris le contrôle de cette région juste ici, qu'on appelle le Nord Kivu. La région du Nord Kivu est excessivement riche en métaux stratégiques, en terres rares, en or, en bois, etc. C'est une région montagneuse dans laquelle on a très peu de population, à l'exception notamment d'un certain nombre de petites villes très isolées dans ces vallées qui sont faciles à prendre, incluant, on pourrait mentionner la grande ville de Goma, qui a été récemment capturée par les rebelles du M23. Alors donc, si longtemps on avait les rebelles un peu actifs le long de la frontière, qui menaient des raids, qui prenaient le contrôle de villages, etc., qui occupaient surtout les gisements et qui permettaient, on se le dit, c'est une tentacule du gouvernement rwandais. Le Rwanda finance le M23 pour assurer l'extraction, la sécurisation des gisements dans le Nord Kivu et ramener les métaux, les minéraux vers le Rwanda pour ensuite les extraire, les envoyer en Europe. Donc, il est important de comprendre l'hypocrisie extrême qu'il y a là-dessus. Et dites-vous que c'est un truc très facile pour comprendre le monde. S'il y a une guerre dont vous n'entendez pas parler, c'est parce que c'est de notre bord. Si on n'en parle pas et que ça presse pas d'intervenir, c'est parce que ça va bien pour nos intérêts. Si une guerre devient soudainement une catastrophe, une urgence, il faut faire quelque chose, il faut les aider, c'est probablement parce que ça va pas de notre bord. Et ici, on a un conflit qui va relativement de notre côté, en fonction de nos intérêts. La République démocratique du Congo, qui est incapable de résister militairement à l'influence du Rwanda, qui, malgré le fait que c'est un tout petit pays, le Rwanda est très riche quand même dans la région, a la capacité de projeter son influence, est en mesure d'envoyer donc les forces Tutsi, de les armer et de prendre le contrôle d'un certain nombre de villages. Et ce à quoi on assiste, bien sûr, c'est à des violences qui évoquent un peu, oui, le génocide entre les Tutsis, les Hutus, il y a la nature, la question géopolitique derrière tout ça, mais aussi une question ethnique, il y a aussi des questions religieuses, il y a aussi des questions culturelles, régionales, il y a des divisions profondes qui sont en train de refaire surface. Et là, pourquoi je vous parle de tout ça et pourquoi je vous disais, je veux pas trop m'attarder sur les détails, je voulais juste qu'on ait un portrait de qu'est-ce qui se passe et de pourquoi ça se passe. Ce qu'on a su cette semaine, c'est à pleurer. C'est à pleurer parce que c'est de voir comment le monde fonctionne et à quel point c'est enrageant. Moi, des histoires comme ça m'empêche de dormir. On a su cette semaine que la République démocratique du Congo, voyant qu'elle était absolument incapable de résister à l'influence du Rwanda, une influence qui tue de ses propres compatriotes, qu'on a des centaines, sinon des milliers de personnes qui perdent la vie dans des conditions atroces, des approvisionnements d'aide humanitaire qui ne se rendent pas. Mais là, que fait la République démocratique du Congo? Voyant la scène en Ukraine, les Congolais se retournent, regardent en direction de Washington et disent « On vous proposerait nos métaux stratégiques et nos minéraux en échange d'une défense. »
en échange d'une entente militaire pour nous défendre. Vous voyez ce qui est en train de se passer ici, là. On est en train de voler les métaux, essentiellement. Et le Congo qui nous dit, si vous voulez, on va vous les vendre. Tout simplement. Arrêtez de nous tuer. Si vous voulez nos métaux, on va vous faire un deal, mais défendez-nous contre le Rwanda, à la place de les financer eux pour nous faire la guerre. Et ce genre de truc, quand je dis comment le monde... Ça, c'est à vomir. Mais c'est ce qui est en train de se passer actuellement. Parce qu'on voit cette vision transactionnaliste, on voit que les Américains sont prêts, moyennant un retour, moyennant un dividende, sont prêts à offrir des garanties de sécurité et qu'il n'y a plus de question d'idéologie, il n'y a plus de question de qui est gentil, qui est méchant, c'est juste « it's all about money now ». Les Congolais ont l'intelligence exceptionnelle d'être capables de lire la situation, de lever la main et d'essayer d'en tirer avantage. Et vous savez quoi? Je serais même pas surpris qu'on dise oui. Je serais zéro surpris. C'était ça le point depuis le début. On veut leurs métaux, ils ne voulaient pas nous les donner dans des conditions acceptables. Dérisoires, devrais-je dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On finance des gens, ils vont les voler, nous les envoient directement chez nous. Il y a quelque chose d'absolument grotesque là-dedans. Et c'est pourquoi je voulais qu'on prenne un moment pour regarder la situation puis se dire, ben voilà, quand on prend la situation en Ukraine, qu'on superpose ça sur le reste du monde, qu'est-ce que ça lance comme signal? C'est le transactionnalisme. Le transactionnalisme exporté à l'étranger, en Afrique, on voit le message est clairement compris. Donc aujourd'hui, si c'est la République démocratique du Congo, est-ce que demain ce sera la Libye? Et ensuite l'Irak, ou la Syrie, ou quiconque verra une opportunité chez les Américains de troquer en échange d'une défense, d'un bombardement, ou de peu importe ce qu'on estime nécessaire pour sa survie ou ses propres intérêts. Alors, la situation ici, dans l'Est de la République du Congo, je vous demande, s'il vous plaît, de porter attention au cours des prochaines semaines parce que c'est vraiment quelque chose qui bouge très rapidement et ce qu'on a surtout, c'est des mouvements, carrément, du M23 qui progressent et qui avancent toujours plus. Tranquillement, on commence à entendre parler de ce conflit dans les instances européennes, nord-américaines, etc., où on nous dit on doit faire quelque chose, on doit... Et qu'est-ce qu'on dit quand on dit on doit faire quelque chose? Cessez le feu. Cessez le feu pendant que le Rwanda contrôle le Nord Kivu. On est essentiellement très OK, on gèle le conflit. Maintenant qu'on s'apprête à... On a une situation qui est tolérable, qui est enviable pour nos intérêts. Maintenant, c'est le temps de geler le conflit et on verra ensuite qu'est-ce qu'on négocie. Et les rebelles du M23 sont-ils normalisés ensuite pour prendre le contrôle de la région sous une forme de région autonome? Ou on est en train de se morceler des pays et des bouts de région en fonction de qu'est-ce qu'on convoite à l'intérieur. Et cette situation qui est largement sous-estimée, largement tenue sous silence dans les médias internationaux, mais même, on pourrait le dire, là, dans des chaînes plus spécialisées comme la nôtre, 7 jours sur Terre, c'est d'abord en raison de l'obscurité de la chose, du fait que c'est très loin, loin des yeux, loin du cœur, mais aussi, disons-le, en raison du fait que c'est très loin de nos intérêts, en raison du fait que c'est un enjeu qui est archi complexe aussi. Moi-même, de mon côté, on en parlait souvent ici à la revue de presse, je disais toujours, j'ai hâte de vous en parler, mais je ne sais pas comment. Ça prendra un segment complet, ça prendra un 20-25 minutes. Ce que je viens de faire là, c'est vraiment un aperçu. Et s'il y a des Congolais qui nous regardent ou des Rwandais, vous allez dire, attends, il manque des bouts, il manque des... Effectivement, je vous invite à aller lire sur la séquence complète sur, il faut revenir jusqu'à 2012, même jusqu'à idéalement les années 90, et la séquence du génocide lui-même pour être capable de comprendre la situation fondamentalement. Mais si on prend un peu de recul, ce qu'on a devant nous, c'est un pays microscopique qui en envahit un autre beaucoup plus grand que lui, en finançant un groupe externe qui est, on nie bien sûr, le Rwanda va dire « Ah, quoi? Le M23? On a vraiment entendu parler! » Les liens ne sont plus à démontrer entre le M23 et le Rwanda, sont effectivement, c'est une extension du gouvernement rwandais. Alors, suivez de très près cette situation. Pour ma part, ça me choque beaucoup, particulièrement dans le contexte de ce qu'on voit en Ukraine et de la réponse du gouvernement congolais qui se résigne d'une certaine manière à jouer dans un carré de sable qui ne devrait jamais être acceptable. Rapidement, on continue avec notre prochain dossier. Cette fois, je vous avertis d'avance, on n'aura clairement pas le temps de tout couvrir. Je pense pas qu'on va faire le réarmement de l'Allemagne cette semaine. On s'en parlait la semaine dernière de cette volonté de l'Allemagne de voter quelques 200 milliards d'euros pour sa défense dans un budget, disons, spécial, exceptionnel, qui ne s'inscrirait pas dans les dépenses courantes. C'est fait. L'Allemagne de Merz a fait le pari du no limit pour se réarmer. Donc, on lève entièrement les obligations et les règlements fiscaux
qui sont inhérents à l'Allemagne pour être en mesure de dépenser une quantité massive d'argent. Je veux qu'on soit très clair. Le budget canadien pour la défense est de 21 milliards de dollars par année environ. On est dans une séquence d'augmentation actuellement, peut-être à terme à 25-26 milliards, mais en ce moment, 21 milliards. Donc, quand l'Allemagne parle d'investir d'un seul coup 200 milliards, pas de dollars canadiens, d'euros, on est vraiment dans un portrait qui est extraordinaire, là, au sens où ça relève c'est hors de l'ordinaire. Le Canada, on multiplie par 15 essentiellement le budget de défense canadien quand on fait le décompte des monnaies différentes. Alors, vraiment une poussée très majeure en Allemagne pour le réarmement. On continue avec notre dossier, cette fois sur la Syrie. Quelque chose aussi qui a été négligé, si on veut, au cours des derniers jours. Pourtant, une séquence absolument terrorisante, terrifiante, aussi quelque chose qui a été gardé un peu sous silence, mais c'est relativement récent, donc on n'en veut à personne là-dessus. Alors que le gouvernement de la Syrie a annoncé avoir mis fin à une opération dans les gouvernements côtiers de Latakia et de Tartous, après 4 jours de combat entre les forces de sécurité et les combattants armés pro-Assad. Les troupes surviennent seulement 3 mois après la chute du régime syrien suite à une offensive des combattants de l'opposition. Des rapports provenant de la région de Latakia, qui est dans l'ouest de la Syrie, tout juste sur le bord de la mer Méditerranée. Des rapports provenant de la région font état de meurtres, d'enlèvements, de vols, de harcèlements et même de meurtres publics. Alors, que s'est-il passé? Le 6 mars, les forces gouvernementales ont commencé à se déployer dans les villes côtières de Syrie, notamment Latakia, Banias, Tartous et Jableh, pour combattre ce qu'elles ont appelé les restes du régime. Les restes, ce sont des combattants pro-Assad qui ont annoncé leur opposition au nouveau gouvernement. Sûrement contexte, très rapidement, les rebelles arrivent, renversent Assad. Assad est un Alawite. Les Alaouites, une minorité ethnique, religieuse, environ 1 million ou 2 millions de personnes qu'il y a en Syrie, largement sur la côte ouest, surtout concentrées dans cette région. Dans la ville de Latakia, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme le 2/3 de la ville qui sont des Alaouites. Alors, les forces du gouvernement se rendent, on nous dit, à l'intérieur de cette région pour éliminer les derniers éléments qui résistent au nouveau gouvernement. La secte religieuse alaouite, dont est issu Bachar al-Assad, est concentrée dans ces villes. Le 6 mars, des hommes armés pro-Assad ont tendu une embuscade à des militaires à Latakia et dans ses environs. Donc, encore une fois, prenons avec un grain de sel. Les mots sont importants. Des hommes armés pro-Assad. Donc, on nous dit des factions en faveur de Assad, donc opposées aux rebelles, auraient pris en embuscade, donc auraient ouvert le feu. On dit ceux qui ont commencé les hostilités, très important, archi important, parce qu'on est en train de déterminer est-ce qu'on peut faire confiance aux rebelles qui sont au gouvernement ou pas, est-ce que c'est très important de savoir comment ça a commencé. On nous dit les pro-Assad ont tiré dans une embuscade sur les forces du gouvernement, tuant au moins 16 membres des forces de sécurité et du ministère de la Défense. Selon les médias d'État, les embuscades n'étaient pas les premières. Plusieurs attaques ont visé les forces gouvernementales depuis la chute d'Assad, ce qui est tout à fait vrai en passant. Les forces alaouites ou les rebelles alaouites, si on veut, les forces armées alaouites concentrées dans l'Ouest, sont relativement réticentes à l'arrivée, vous le comprendrez, d'un gouvernement ouvertement musulman, ouvertement sunnite, qui ne se cache pas du tout de sa proximité avec un certain nombre d'acteurs dans la région et certains qui ne sont pas nécessairement alignés avec les intérêts de l'ancien régime. On sait que Assad était très proche de l'Iran, était très proche de la Russie. Pour les Alaouites, on se demande, est-ce qu'on est en train de perdre notre posture? Est-ce qu'on va se retrouver comme étant la minorité opprimés à l'intérieur de la Syrie. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez bien, beaucoup m'ont lancé des tomates là-dessus en passant, là, dans la séquence d'Assad, alors qu'Assad était... On avait ces rebelles qui commençaient à marcher vers la Syrie, qui commençaient à marcher vers Damas et vers les grandes villes du nord de la Syrie. Et au moment où ça commence, ce qu'on avait comme contexte, c'était d'un côté Hezbollah qui se retirait du Liban, le Hamas qui était essentiellement neutralisé dans Gaza, la Russie qui était en train de wrap up l'Ukraine tranquillement et d'en finir pour se passer à d'autres priorités stratégiques. Ce qu'on voyait comme contexte, c'était que tous les alliés de Assad avaient maintenant les mains libres
et voyaient plus important que jamais leur rôle en Syrie. Alors que l'Iran avait perdu tous ses outils, la Syrie devenait vraiment un mur absolument essentiel entre l'Iran et Israël. Regardez sur une carte, vous comprendrez que l'un est absolument essentiel à l'autre. Et d'ailleurs, lorsque les forces israéliennes vont bombarder en Iran, on survole la Syrie. Alors, très rapidement, lorsque se termine ce conflit à Israël, les Iraniens, les Russes, tout le monde comprend que c'est sur le point de se déplacer vers la Syrie. Et que font les alliés de Assad? On se prépare à une attaque. On se prépare à une attaque pour aller écraser ce qui reste de la guerre civile, notamment les rebelles dont on parle aujourd'hui. Donc, Assad se prépare à une grande attaque, on accumule des forces à partir de l'Iran, on commence à coordonner et naturellement, les rebelles sont pas plus cons qu'un autre. Les rebelles aussi qui se battent depuis des années, pour pas dire une décennie, plus d'une décennie, en Syrie, qui voient très bien que, Assad s'apprête à avoir beaucoup d'aide. Assad s'apprête à être renforcé par tous ses alliés. Il s'apprête à avoir une poussée d'énergie, d'armement, et tout le monde s'apprête à regarder vers la Syrie avec beaucoup plus d'intérêt. Et donc les rebelles sentent les murs se refermer sur eux et décident de lancer une attaque sur la Syrie. Et c'est à ce moment donc que je vous disais devant la carte, on dirait bien qu'Assad est de retour. Parce que ces rebelles sentaient la pression énorme de voir ses alliés qui revenaient à la table pour renforcer Assad, se sont dit, on va essayer de frapper avant de couper l'herbe sous le pied d'Assad. Surprise générale, vraiment comme dans surprise, personne ne l'a vu venir. Les rebelles ont été en mesure de marcher sur chacune des grandes villes du nord d'abord de la Syrie pour graduellement progresser vers la capitale Damas vers le sud et de plus en plus vers Raqqa et vers les villes même dans l'est. Donc, ce que vous avez vu avec les rebelles, c'était une surprise totale. Tout le monde s'attendait à ce que Assad vienne en finir avec eux et à cause de cette expectative, les rebelles ont décidé d'agir immédiatement pour empêcher que ça se produise et qu'on lui coupe l'herbe qu'eux puissent couper l'herbe sur le pied, de Assad. Alors, lorsque les rebelles réussissent à surprendre tout le monde, les Iraniens sont pas arrivés, les Russes sont pas arrivés. Les deux sont en panique à se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Et voyant l'effondrement rapide de l'armée syrienne, le fait qu'on se bat pas pour défendre les villes, qu'on ne défend pas nos positions, c'est là que les Iraniens et les Russes disent, non, on y va pas. Et on en parlait à la revue de presse, où les propos des Iraniens étaient lunaires. On disait, you know what? It looks like the Syrian army does not want to fight. On dirait que l'armée syrienne ne veut pas se battre. C'était la déclaration mot pour mot du ministère des Affaires étrangères en Iran. On aimerait ça, les défaites. Ils veulent pas se battre eux-mêmes. Donc, laisse faire, on s'en va, on va faire autre chose. Et devant ce revirement incroyable, la Syrie s'effondre de Assad. Et moi, pourquoi je vous disais, attention, ce à quoi on est en train d'assister, où les rebelles décident de pousser, faudrait pas s'en réjouir nécessairement à dire « Wow, enfin Assad est tombé ». Parce que oui, Assad était certes un leader sanguinaire, détestable à beaucoup d'égards, mais Assad avait un rôle dans l'histoire, si on veut, syrienne, c'était de transformer l'État, c'était de créer un État séculaire. C'était de créer un État qui appartenait à toutes les communautés confessionnelles, religieuses, ethniques en Syrie, qui sont multiples. Oui, les musulmans, oui, les chrétiens, et oui, les alaouites. Cette secte qu'on dit, dont appartient Bachar al-Assad, et son père également, d'ailleurs, Hafez al-Assad, qui était aussi un alaouite. Donc, vous comprendrez que cette espèce d'équilibre de la Syrie moderne auquel on a assisté depuis des décennies, c'était largement incarné par la présence d'un alaouite à la tête du pays. C'était un peu cette autorité qui permettait de maintenir l'équilibre en toutes les communautés. Alors, lorsqu'on a retiré Assad, moi, immédiatement, je me disais, attention, on pourrait voir la partition de la Syrie. Parce que fondamentalement, la Syrie, c'est pas un pays, comme je vous le dis, c'est plusieurs régions avec des majorités ethniques confessionnelles à différents endroits. Donc, le premier geste que les rebelles ont essayé de faire, c'était d'empêcher justement la partition et la scission, l'explosion, on pourrait dire même la balkanisation d'une manière de la Syrie, alors que les Kurdes auraient ramassé le nord-est, alors que avec peut-être même l'assistance des Kurdes, dépendamment de comment ils voyaient tout ça, les Kurdes auraient ramassé un bout, les chrétiens auraient eu un bout, les musulmans auraient eu un bout et les alaouites auraient eu le leur. Et au bout de tout ça, les Iraniens se seraient morcelés un bout avec des milices chiites. C'était ça la vraie possibilité qu'on avait devant nous pour la Syrie. Et c'est d'ailleurs en passant ce qu'Israël a voulu faire.
Israël, dans les premières heures, on en parlait, dans les premières heures de l'effondrement de la Syrie, ils sentent la merde et décident de se prendre un bout de Syrie, qu'ils détiennent encore en passant, qu'ils n'ont pas encore redonné à ce jour. Donc, visiblement, il y avait un vrai risque de balkaniser la Syrie à partir du moment où on n'avait plus ce leader unitaire et séculaire. Et donc, les rebelles, comme je vous le dis, au moment où ils arrivent, la première chose qu'ils font, c'est d'essayer de signaler à tous, de lancer un code, un message clair, qu'ils allaient être eux-mêmes, malgré leur appartenance religieuse, claire, des leaders quasi séculaires, qui allaient permettre à tous d'avoir leur religion, qui allaient permettre aux chrétiens de continuer à avoir une existence politique. Même le maire de la capitale, si je ne m'abuse, on avait nommé un chrétien très rapidement pour représenter justement le fait qu'il y avait cette communauté, que c'était important de leur donner une voix. Donc, les rebelles, c'est pourquoi on leur a donné la chance en partant. On a donné un peu de crédibilité, la chance aux coureurs. C'est qu'on a troqué les habits militaires pour une chemise et une cravate. Et on s'est retrouvé rapidement avec une posture qui n'était pas si détestable en Syrie. Si effectivement les rebelles étaient prêts à tendre la main à tout le monde et à conserver la Syrie dans son état actuel et à pas trop imposer des dogmes religieux, good, tout fonctionne bien. Alors donc, on revient à notre épisode. Les Alaouites, qui sont dans l'ouest de la Syrie, sont toujours hostiles, eux, à l'arrivée des rebelles. Et si les rebelles ont fait des promesses et des beaux mots, comme quoi on va faire de la place à tout le monde, eux continuent à voir leurs intérêts comme étant menacés. Et donc, depuis la prise de pouvoir des rebelles, ce qu'on a vu, c'est dans les villes de majorité alaouite, il y a eu des clashs, il y a eu des échanges de feu. Les chiffres sont encore en cours d'élaboration, mais voici ce que nous savons. Selon un rapport d'hier, au moins 1311 personnes ont été tuées samedi soir. Environ 830 civils, 230 membres des forces de sécurité et 250 combattants armés. Répète, 1311 personnes ont perdu la vie samedi soir dans ces affrontements. Un massacre. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. 9/11, le 11 septembre, quelque chose comme 3000 décès, 3900. Vous comprenez l'envergure d'un événement comme ça quand on a 1300 morts en une nuit, dont 830 civils. Al Jazeera n'a pas été en mesure de vérifier les chiffres de manière indépendante. Vous comprendrez que c'est des chiffres qui sont très chaotiques. Ça prendra des jours avant d'avoir le vrai décompte. Pourquoi cette zone? Mais l'axe Latakia, Tartou. En passant, on sait, juste mentionner, pourquoi les Alaouites aussi ont l'appui et sont très confiants et pourquoi les Alaouites sont baveux comme ça d'une manière. C'est que la base russe est installée à Tartous et à Haïmim, juste au nord. Les installations russes défendent essentiellement cette région et une des raisons pour laquelle les rebelles n'ont pas encore complètement mis la situation sous contrôle, c'est parce qu'il y a une certaine présence russe. Et que oui, il y a eu des clashs entre les deux déjà jusqu'ici. Donc, ces deux gouvernorats à majorité alaouite sont depuis longtemps considérés comme des bastions d'Al-Assad, la ville natale de la famille, étant située à l'est de Latakia. Après la chute d'Assad, les observateurs craignaient des attaques de représailles contre la communauté alaouite. C'est peut-être la raison pour laquelle les restes du régime ont choisi d'attaquer cette région, espérant peut-être attiser les tensions sectaires. C'est ce qu'on mentionnait tout à l'heure. Les restes du régime, ce n'est pas le gouvernement qui a attaqué, ce seraient les pro-Assad qui auraient décidé de s'en prendre aux rebelles, en espérant déclencher ce qu'on mentionne depuis tantôt. Pour les Alaouites, la partition de la Syrie, c'est un scénario extrêmement désirable. Extrêmement désirable. Parce que si on regarde, Nicolas, mettons à l'écran une carte de la population de la Syrie. Population map. Ce qu'on va avoir, vous voyez la concentration de la population qui est entièrement à l'ouest et un peu le long de la rivière, légèrement. Vous avez bien sûr la rivière qui franchit la Syrie de nord en sud. On a un peu de population dans ce bassin, mais sinon c'est largement sur la Méditerranée à l'ouest. Et quand on superpose cette carte avec notre prochaine, Nicolas, qui cette fois serait la présence alaouite sur le territoire syrien, ce qu'on voit, c'est que les Alaouites contrôlent le territoire qui vaut quelque chose.
Les Alaouites ont la meilleure posture en Syrie. Ils sont directement sur la Méditerranée, ils sont tout près des alliés potentiels et disons des intervenants régionaux, Israël et le Liban, etc. Tout le monde est dans ce coin. Ceux qui ont la posture la plus désirable, ce sont les Alaouites, autant pour l'agriculture que le climat, que tout ce que vous voulez, l'économie. Donc, dans un scénario où tout le monde prend son bout de la Syrie et on oublie le mot Syrie lui-même, les Alaouites sont morts de rire. Ils se créent un petit État à eux et ils deviennent une majorité. Et un peu comme Israël à l'intérieur de leur pays, ils deviennent essentiellement une communauté religieuse qui contrôle presque sectairement un État. Ce serait pas du nouveau. Et voilà donc pourquoi il est possible, oui, que les Alaouites aient décidé de poke the bear, de juste essayer de mettre la merde, juste pour voir où ça va, en espérant que justement ça se fonde en guerre civile dans ce pays qui est de plus en plus stable. Et si ce qu'on veut, c'est l'effondrement de ce gouvernement, ben c'est terrifiant de voir que tout le monde l'aime. Terrifiant de voir que tout va bien et que chaque jour, il est de plus en plus populaire et qu'il est normalisé par la communauté internationale. Les Syriens regardent ça aller, les Alaouites, ils se disent, you know, on va les tester. Ça semble être le cas. Banias abrite également la plus grande raffinerie de pétrole de Syrie. Des combattants armés ont tenté d'attaquer la raffinerie selon les forces de sécurité, mais ils ont été repoussés. Les troupes de sécurité de l'État, donc les forces rebelles, les anciens rebelles, autrement dit qui sont devenus maintenant le gouvernement, ont affronté les groupes armés dirigés par d'anciens officiers de l'armée d'Al-Assad. Il y a également des groupes non identifiés qui sont rendus sur la côte pour venger les forces de sécurité prises en embuscade. La présence de ces individus a conduit à certaines violations individuelles et nous travaillons à les arrêter. Des membres de la communauté alaouite ont déclaré que des groupes armés harcèlent et kidnappent des civils alaouites. Le gouvernement syrien estime qu'il y a 5000 individus armés dans la zone côtière. Alors voilà un peu la situation en Syrie actuellement. C'est pourquoi je vous disais d'entrée de jeu en commençant l'émission, et à faire attention là, avec le portrait qui nous ressort par les médias de la situation en Syrie, parce que ce qu'on nous dit, c'est les rebelles ont pris le contrôle en Syrie et maintenant, ben, vous voyez, tout le monde se met à mourir. Tout le monde meurt en Syrie, 1300 morts, c'est la catastrophe, c'est pas mieux. C'est comme, faites attention, là, il y a vraiment beaucoup de nuances à faire là-dessus. C'est pas le gouvernement qui attaque ses civils ou sa propre population, du moins de par Al Jazeera et de par les informations qu'on a depuis le terrain, ce n'est pas le cas. Ce serait plutôt l'inverse. Les anciens Assad auraient attaqué le gouvernement avec l'espoir de causer l'effondrement de la Syrie et une nouvelle guerre civile. Et c'est pourquoi, en passant dès le départ, moi, ce que je disais, c'était, faites attention, là, on nous célèbre la fin de la guerre civile en Ukraine. Moi, je dis, c'est peut-être le début de la deuxième phase. C'est peut-être le début de la deuxième phase. J'ai même écrit sur mon profil Facebook à ce moment, on s'apprête à assister à la partition de la Syrie. J'ai l'impression que si ça se métastase, que ça se matérialise, c'est effectivement ce qui va se produire. Si les Alaouites réussissent à trouver un appui à quelque endroit que ce soit les Israéliens. Vous comprenez que les Israéliens ont un avantage, c'est ce qu'ils rêvent de fracturer la Syrie en 15 pays différents. Ils en rêvent la nuit. Netanyahou se réveille à 3 heures le matin, rempli de sueur, il vient de réveiller une Syrie divisée en 15 pays. C'est l'objectif, parce que diviser pour mieux régner, bien sûr, on veut dealer avec 15 États qu'on peut marchander individuellement, bien plus qu'avec un État gigantesque dans l'espace syrien, avec lequel, bien sûr, c'est une relation beaucoup plus d'égal à égal. Surtout dans le contexte où Assad est tombé et que là, on a un pays normalisé, etc., etc. Donc, suivez très bien ce qui se passe en Syrie, mais on est loin d'avoir le portrait qu'on nous faisait originalement là, de la part de ces rebelles qui se retournent un peu contre la révolution et qui se mettent à tuer tout le monde. C'est pas le cas. Finalement, on termine là-dessus parce que c'est une nouvelle très, très, très rapide que je peux prendre en 2 minutes. Je vous invite à aller faire la lecture vous-même si vous voulez les détails. C'est passé complètement inaperçu et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'il me semble que c'est phénoménal. BlackRock achète les ports du canal de Panama. On se souvient de cette histoire, Donald Trump qui menace le Panama de reprendre les 2 ports. En fait, le gros du litige, il est important de le comprendre, c'était pas tellement sur le canal lui-même. Le canal, il appartient au Panama, il a toujours appartenu au Panama. Ça a été rétrocédé par les Américains dans 1999-2000. Ça a toujours été partie prenante du Panama, même depuis le début. Maintenant,
à part quand c'était une zone américaine, etc., mais ça restait dans le pays. Là où il y a une nuance, c'est qu'il y avait 2 ports. En fait, il y a 4 ports, 2 de chaque côté, mais il y en a 2 qui sont principaux. Un à l'entrée, un à la sortie. Et il faut l'expliquer de manière un peu rudimentaire. Mais le canal de Panama, ce n'est pas nécessairement, c'est pas un canal. C'est un lac avec lequel on connecte pour traverser le Panama. Donc, il y a 2 petits canaux de chaque côté qui connectent avec le lac. On navigue le lac et on ressort du lac vers l'océan ensuite. Donc, il faut amener les navires au bon niveau. Et c'est là que vraiment le canal vient jouer avec les locks et avec... on vient les déplacer, si on veut, au bon niveau versus l'eau. Problème étant, avec le trafic énorme qu'il y a dans le canal de Panama depuis un certain nombre d'années et avec le réchauffement climatique, l'instabilité des pluies, un certain nombre de facteurs comme ça environnementaux qui font qu'il n'y a plus assez d'eau dans le lac. À chaque fois qu'on passe un navire, on en draine une bonne partie et il faut prendre le temps de laisser la nature réapprovisionner le lac par les rivières et par les précipitations naturelles. Donc, le canal de Panama est littéralement obligé d'imposer des limites à l'utilisation de son canal. C'est-à-dire, on est surchargé, il n'y a plus d'eau, il faut attendre. Si on a 20 navires qui veulent passer, il y en a seulement 7 ou 10 qui vont passer aujourd'hui. Les autres, attendez à demain. Et donc, vous avez cette file littéralement qui s'allonge carrément, le temps pour utiliser le canal de Panama qui se rallonge constamment et vous avez un équipage à bord. Et des dizaines d'hommes qui coûtent très cher. Et donc, de plus en plus, les gens viennent carrément faire le tour pour contourner le canal de Panama. Et vous avez le Mexique en parallèle qui, voyant tout ça, s'est mis à construire lui-même de l'infrastructure. Le Mexique s'est dit, écoutez, on va se construire un chemin de fer qui traverse d'ouest en est disons, la queue du Mexique, si on veut. Et ce que ça permettrait, c'est de créer un nouveau lien ferroviaire, quasi maritime, qui franchirait le continent américain en contournant Panama. Donc, pour vous dire que le canal de Panama, ça va vraiment pas très bien depuis un moment. Et c'est là qu'on arrive avec ces 2 ports. Parce que ça va tellement pas bien. Une des raisons, en fait, pourquoi ça va tellement pas bien, ces 2 ports, leur principale utilisation, c'est quand vous arrivez à la porte du canal et qu'il n'y a pas assez d'eau et que vous pesez 400 000 tonnes, on vous dit, désolé, aujourd'hui, la limite, c'est 300 000 tonnes. Les navires déchargent 100 000 tonnes de leur cargaison, pour donner des chiffres, je ne sais pas c'est quoi les vrais chiffres, on les met sur des trains, on va de l'autre côté du canal pendant que le bateau traverse, et rendu de l'autre côté du canal, on recharge le navire avec ces installations. Donc, vous comprenez que ces 2 ports sont responsables du trafic dans le canal de Panama. Ce sont essentiellement aussi les responsables du lestage de lestage qui vont vous placer au niveau acceptable pour rentrer, pour naviguer. Et là, vous avez les Américains qui arrivent et qui se font... Ces 2 ports appartiennent à C.K. Hutchison, appartenaient, compagnie de Hong Kong, qui n'était pas un problème, jusqu'à ce que la Chine prenne Hong Kong et se l'approprie pour elle-même et décide que c'est rendu partie intégrante de la Chine. Et là, soudainement, les Américains qui arrivent avec leurs navires de guerre, ou peu importe, avec même la cargaison commerciale, peu importe ce que vous voulez, on se présente au canal de Panama et on est obligé de se faire décharger par les Chinois qui prennent les conteneurs, qui sortent de notre vue. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on les revoit de l'autre côté. Disons que les Américains ne trippent pas sur cette formule. Ils ne trippent pas, sur le fait de perdre de vue leurs marchandises, qu'elles soient civiles, militaires, techniques, peu importe. C'est une opportunité incroyable pour les renseignements, 1. 2, on donne de l'argent aux Chinois, indirectement, à ces compagnies. C'est Hutchison qui domine le shipping mondial maritime, notamment par sa posture sur le canal de Panama. Donc, tout ça faisait que les Américains étaient profondément agacés par la situation. On apprend cette semaine que BlackRock a acheté les 2 ports de chaque côté du canal de Panama. On comprend que c'était une transaction, disons, sous la contrainte. Hutchison n'avait probablement pas l'intention de vendre les ports, probablement qu'on c'était définitivement un des avoirs les plus lucratifs du conglomérat, mais devant l'insistance de Donald Trump, devant l'insistance du gouvernement américain et devant l'impuissance de Panama,
Hong Kong et la compagnie Hutchison n'a eu d'autre choix que de céder son contrôle sur le canal de Panama. Et c'est pourquoi je voulais dire, ça vaut la peine d'être relevé, parce qu'on en parle depuis très longtemps. J'ai aucune chance que ça arrive. Ça vient exactement dans ce qu'on disait par rapport à l'indésirable et l'intolérable. L'intolérable était initialement de dire, on va prendre le canal de force, vous n'aurez rien en échange. La solution désirée semble être plus ce qu'on avait devant nous en ce moment. C'était probablement l'objectif depuis le début, de dire, regarde, vends le don à un Américain, on va te le racheter. C'est les deux ports-là qui nous gossent. On va racheter ces deux ports, aussi simple que ça, et ce sera terminé. Donc, on a une manifestation, une démonstration de quoi a l'air cette doctrine Trump, comment elle se déploie. On commence avec cette déclaration complètement irrecevable, on va prendre le canal. Et le fait est que quelques semaines après, quand on prend du recul et qu'on regarde la situation qu'on a devant nous, les Américains ont pris le contrôle du canal de Panama. Pas le gouvernement américain, BlackRock. Alors, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. Je vous remercie 1000 fois d'avoir été là. Partagez l'amour, semez l'espoir. Pour notre part, on se retrouve très bientôt avec notre prochain document de 7 jours sur Terre. Merci. Bye bye.